Vous êtes sur Tru TV au journal dont voici les titres. Le BOA paye un nouveau processus pour acheter des unités prépayées d'électricité via les distributeurs automatiques de la Bank of Africa. Le partenariat a été signé hier vendredi entre la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel et la BOA. Et puis, hors de chez nous, au Gabon, une marche pour revendiquer le respect de la Constitution et réclamer l'application de l'article 13 de la Constitution qui stipule que le président empêché doit être remplacé par la présidente du Sénat a eu lieu à Libreville. Détail dans notre page internationale. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Un nouveau système de paiement de factures dénommé BOA Pay a été lancé ce vendredi par la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel et la Bank of Africa BOA. Ce nouveau processus va permettre à la clientèle de la Sonabel d'acheter des unités prépayées d'électricité via les distributeurs automatiques de la BOA. Mamidriana Kamambou nous en dit plus. Ce nouveau système de paiement d'unités prépayées d'électricité qui a été mis en place par la Sonabel et la BOA est dénommé BOA Pay. Cette formule permet aux clients de la Sonabel de payer directement leurs factures et d'acheter du crédit d'électricité via le distributeur automatique de la BOA. Au dire des responsables de deux sociétés, c'est aussi un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat gagnant-gagnant, puisque cette solution que nous venons de mettre en place, dénommée BOA Pay, permettra aux abonnés, aux clients de la BOA Burkina Faso de payer dorénavant leurs factures dans nos guichets et puis acheter des crédits énergie et tout ça au travers de nos TPE qui sont installés dans toutes nos agences. Donc les avantages sont multiples, tant pour les clients, il n'y a plus de perte de temps dans les guichets, on pourra facilement payer sa facture sans difficulté. À n'en pas douter, ce partenariat permettra aux clients de gagner en temps. Cela vise également au renforcement de leurs liens d'affaires. C'est un moyen supplémentaire qui devrait permettre à nos clients d'accéder à nos services. À partir de maintenant, tous ceux qui souhaitent peuvent aller dans les points de service Bank of Africa pour régler leurs factures, pour acheter des unités prépayées. Donc c'est vraiment pour faciliter la vie à la clientèle que ce partenariat a été. On peut saluer ce partenariat. Selon les responsables de la Sonabel et de la BOA, d'autres innovations sont en cours. BOA Pay est pour le moment disponible dans toutes les agences de BOA de Ouagadougou, de Koudougou et de Bobo-Dioulasso. Le ministre de l'Énergie a effectué une tournée dans quelques localités du centre-nord ce 23 novembre avec pour objectif de constater les réalisations déjà faites dans le cadre du projet d'électrification rurale. Cette tournée a également permis aux patrons de l'énergie de faire le bilan de l'année en cours avant d'entamer d'autres chantiers en 2019. Le point avec Serge Bado. Zenko, première halte du ministre et sa délégation. Là, le ministre a pu toucher du doigt l'effectivité du courant électrique, ce qui permet un développement économique dans cette localité de la région du Centre-Nord. Pour le premier responsable du département en charge de l'énergie, seront électrifiés courant 2019. Mais en attendant, l'heure est au bilan. C'est pas moins de 100 villages déjà que nous allons électrifier l'année prochaine. Il ne faut pas qu'on démarre 2019 en tâtonnant. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger, et faire les arrangements nécessaires pour qu'en 2019, nous puissions vraiment démarrer en trompe et faire de telle sorte que les populations puissent vraiment en bénéficier et pouvoir avoir donc un développement économique. Cette mini-centrale solaire permet de servir l'électricité aux populations de Guibari. Le ministre et sa délégation ont tenu à encourager la population de cette localité à consommer l'électricité mise à leur disposition. Et pour le choix des localités qui bénéficient de cette électrification, le ministre a tenu à apporter des précisions. La sélection des villages, c'est très simple, c'est sur la base
base donc du nombre. Parce que vous avez vu que pour pouvoir donc engranger les ressources, parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas gratuit. Les populations doivent payer. Donc il y a un travail donc de sélection qui est fait donc au niveau donc de l'agence burkinabé pour l'électrification rurale et la Sonabel pour permettre déjà d'avoir un minimum au niveau donc de la population. Je pense que ça tourne autour de 1000 à 2000 personnes. L'électricité fait partie des facteurs de développement. Dans le cadre de la composante 3 du programme du chef de l'État, l'électrification en milieu rural est une priorité. Et selon le ministre de l'Énergie, c'est plus de 100 villages qui bénéficieront de l'électricité en 2019. Les acteurs communautaires relais du cadre de concertation de l'éducation de base, CCEB, étaient réunis depuis ce 21 novembre à Ouagadougou pour un atelier de formation sur le projet Dialogue et Changement Social. Venus de 4 régions du Burkina Faso, durant 3 jours, les participants se sont outillés sur l'offre éducative et le changement de l'employabilité des jeunes et la sensibilisation et une implication accrue des communautés et leaders d'opinion religieux. Le compte-rendu est d'Abdoulaye Konaté. Ces formateurs relais du cadre de concertation en éducation de base CCEB sont réunis en atelier de formation depuis 72 heures dans le cadre du projet Dialogue et Changement Social. Et il s'agira notamment de renforcer les capacités de ces acteurs communautaires pour garantir la cohésion sociale et l'amélioration des conditions de vie sociale et économique des jeunes filles et garçons talibés ou désœuvrés et leurs familles. Nous avons abordé le projet en tant que tel. Quels sont les types de projets, quelles sont les activités à mettre en œuvre, quel est le rôle qu'on attend d'eux en tant que relais provinciaux dans la mise en œuvre du projet. Et nous avons également abordé les droits de l'enfant parce que c'est un projet qui cible les enfants et qui fait la promotion des droits de l'enfant, surtout celui en lien avec l'éducation. Donc, les droits de l'enfant, mais aussi les violences faites aux enfants, parce que dans nos communautés, on a un certain nombre de comportements que nous voulons travailler à améliorer. Ce projet vise à prévenir le radicalisme et l'extrémisme violent par le renforcement de l'offre éducative dans les zones vulnérables où existent de nombreuses écoles franco-arabes et foyers coraniques. À cet effet, ce sont 42 participants de 51 communes des régions du Haut-Bassin, de la Boucle du Mouroun, du Nord et du Sahel qui ont été ciblés. La question des droits et devoirs de l'enfant qui ont été abordés. Et puis vous savez que ces droits des enfants-là ne sont pas connus par en tout cas une grande majorité des populations à la base. Alors donc il va de soi que l'on puisse sensibiliser les populations-là, ces populations sur les droits des enfants, mais surtout aussi en tout cas les appliquer. Parce qu'il ne suffit pas de sensibiliser, il faut inviter, amener les gens, les populations donc, à appliquer ces droits-là. Ça va nous permettre de suivre notre Dieu et en même temps faire des travaux pour subvenir aux besoins de nos familles respectives. Et nous sentons que c'est ce que le projet veut pour nos enfants. Il ne s'agit pas de prendre l'enfant de quelqu'un et de lui faire donner une autre image, mais non, qu'il reste tel qu'il est, mais à la sortie de l'apprentissage du Coran, qu'il puisse faire autre chose. Pour mener à bien ce projet jusqu'en 2020, des actions seront menées à travers l'appui et la rénovation des foyers coraniques, l'octroi des bourses aux sortants et désœuvrés des foyers coraniques, des sensibilisations sur le droit des enfants, un plaidoyer auprès des autorités pour faciliter l'intégration des talibés dans le système éducatif et la mise en place d'instances de dialogue communautaire. La coalition des associations pour la défense du droit au logement a convié la presse ce 23 novembre. Objectif, partager son point de vue sur les dernières mesures du gouvernement en matière de gestion foncière. Des détails dans cet élément. Certaines associations de la société civile ne sont pas d'accord pour le rétablissement des opérations de lotissement dans les 345 communes du Burkina Faso. C'est le cas de la coalition des associations pour la défense du droit au logement CADDL qui s'oppose à cette mesure au regard des préoccupations présentes des populations en matière de gestion foncière.
Toutes nos excuses, nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. La 6e édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet se tient en marge de la Semaine nationale de l'Internet. Gouvernance de l'Internet et civisme au Burkina Faso, c'est sous ce thème que se tient cette 6e édition. Ce rendez-vous permettra de réfléchir sur les enjeux du cyberactivisme et également à faire des propositions afin de légiférer cet espace virtuel. Un cadre d'échange et de réflexion entre toutes les personnes intéressées par les questions de l'Internet pour voir comment piloter Internet afin de mieux tirer profit de cet outil de communication. C'est l'objectif de cette 6e édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Burkina Faso. Pour le secrétaire général du ministère en charge du développement numérique, l'espace virtuel doit être légiféré afin de mieux en profiter. L'espace virtuel que nous appelons communément le cyberespace, on a parfois tendance à croire que c'est un espace de non-droit. Pourtant, il y a aussi des règles, comme dans la vie réelle. Voilà. Et ces règles évoluent comme les lois et règlements de la vie réelle. Et il est important de prendre conscience des enjeux de la gouvernance de l'Internet. Et c'est pourquoi, effectivement, nous sommes réunis ce matin pour en discuter. Quels sont les droits et devoirs du citoyen sur Internet? Quelles perspectives en matière de réglementation du cyberactivisme? Autant de questions à se poser, d'où la tenue de ce forum. Herman Ouedraogo, président IGF Burkina. En tant qu'acteur de la gouvernance de l'Internet, on se doit de réfléchir sur comment garantir justement ces libertés-là, mais aussi, vous savez que dans ce même cyberespace-là, d'autres choses se passent, entre autres la cyberintimidation, des propos haineux qui se tiennent. Donc on se doit de réfléchir justement sur ces questions-là et essayer de proposer justement des lignes justement de conduite à mettre en place pour que le cyberespace soit un espace sécurisé, un espace où tout le monde peut y aller avec confiance. En rappel, la 6e édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Burkina Faso se tient sous le thème Gouvernance de l'Internet et civisme au Burkina Faso. Elle se tient en marge de la Semaine nationale de l'Internet. Direction maintenant le centre Cardinal Paul Zungrana où le Lion Club International a tenu ce samedi 24 novembre 2018 son traditionnel séminaire des régions. Un séminaire qui a réuni les Lions des régions 14, 15 et 18 avec pour objectif de s'imprégner des réalités des différents clubs mais aussi réfléchir à une nouvelle approche pour mieux servir les communautés. Maxime Jean-Eudes Bambara. Une minute de méditation suivie de l'exécution des hymnes et la parade est tout trouvé pour ouvrir ce séminaire des régions de Lions Club International. Un séminaire qui réunit 3 régions, dont les régions 14, 15 et 18, et qui se veut une perpétuation d'une tradition au sein du Lions Club International, afin de permettre aux premiers responsables de cette organisation de s'imprégner des réalités des différents clubs. Le séminaire est une coutume chez nous. Nous faisons ça tous les ans. Tous les présidents de région sont obligés de le faire. Et comme le dit notre organigramme, les présidents de région viennent juste après le gouverneur. Et donc ils doivent connaître ce qui se passe dans leur club pour faire remonter ça au niveau du gouverneur afin que nous apportions des solutions. Si l'organisation de ce séminaire fait partie du fonctionnement normal de cette organisation, il se tient cependant dans un contexte particulier où le Burkina Faso a été érigé en district dénommé District 403 A3 et ce depuis le 1er juillet 2018. Une promotion qui confère désormais plus d'indépendance à Lions Club International, section Burkina. Nous avons une quarantaine de clubs, alors qu'il faut juste 35 clubs pour pouvoir créer un district. Nous avons plus de 1250 membres, donc toutes ces conditions ont été remplies et le fait que nous soyons aujourd'hui un pays district, ça nous donne encore beaucoup plus d'avantages parce que les ressources qui sont mobilisées sur le plan donc, de notre association sont mises à la disposition donc, des districts. Là où nous partageons ces ressources avec au moins une quinzaine de pays, aujourd'hui le Burkina Faso a les mêmes ressources juste pour le Burkina. Donc ce qui fait que le Lions Club sera beaucoup plus visible. Au cours de ce rassemblement, les Lions débattront en plénière et en atelier sur le thème du jour relatif à la définition d'une nouvelle approche afin de servir plus efficacement les communautés.
Cette année, le thème qui est le parcours de service, qui est d'ailleurs l'essence même de notre existence, les Lions Club, ils sont là pour servir, pour aider. Et donc ce thème va être tout à l'heure présenté par d'éminents lions à tous les lions. Et suite à ça, tous les lions porteront leurs observations, leurs recommandations pour que le district 403A3, Burkina Faso, puisse aller de l'avant. C'est ça l'avenir de notre district. Il est donc attendu de tous les Lions une participation active au débat pour l'atteinte des objectifs de Lions Club International, considéré comme la plus grande organisation de bénévoles au monde et dont le slogan est d'être au service des autres. Actualité hors de nos frontières, des Gabonais manifestent contre la manipulation de la Constitution. Le carrefour Rio à Libreville a reçu une centaine de personnes, des hommes politiques et des sympathisants, des syndicalistes également. Ils protestent contre la manipulation de la Constitution dans un meeting de l'ex-premier ministre Jean Ndong, devenu opposant proche de Jean Ping. Une centaine de Gabonais ont protesté vendredi à Libreville contre la manipulation de la Constitution modifiée par la Cour constitutionnelle afin de pallier l'absence du président Ali Bongo, hospitalisé depuis un mois à Riyad. Des syndicalistes, des étudiants et des membres de partis politiques se sont réunis durant une demi-heure, encadrés par les forces de l'ordre lors de cette manifestation qui avait été interdite par le ministère de l'Intérieur. Dénonçant l'opacité qui règne à la tête de l'État, l'ex-premier ministre de 2006 à 2009, Jean Aigué Dong, membre de la coalition pour la Nouvelle République, a réclamé l'application de l'article 13 de la Constitution, selon lequel le président empêché doit être remplacé par la présidente du Sénat, selon lui. C'est parce que nous nous plaignons de l'opacité qui règne au niveau de l'État. On ne nous dit rien. Notre Constitution prévoit que, en son article 13, lorsque le président est empêché pour quelque motif que ce soit, il est remplacé par le président du Sénat. Jeudi, lors d'un autre rassemblement interdit d'une vingtaine de personnes, 9 manifestants ont été arrêtés. Ils sont aujourd'hui détenus pour enquête par la police pour trouble à l'ordre public. Mi-novembre, la Cour constitutionnelle du Gabon a modifié la Constitution pour pallier l'absence du président Ali Bongo Ndimba, une décision dénoncée avec véhémence par l'opposition et la société civile qui parle de coup de force. La Cour a autorisé le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou à convoquer et présider un conseil des ministres. Avant d'être modifiée par la Cour, la Constitution gabonaise stipulait que seul le président pouvait autoriser son vice-président à organiser un conseil des ministres. Restitution de l'art africain, des chefs de file culturels ivoiriens donnent leur avis sur la question du rapatriement de l'art africain actuellement exposé dans les musées européens. Beaucoup parlent de la nécessité de retrouver leur histoire afin d'aider à éduquer la jeunesse africaine d'aujourd'hui sur le passé du continent. À l'heure où un rapport préconise en France la restitution d'œuvres d'art aux anciennes colonies africaines, ces pays ont entamé la rénovation d'un réseau de musées datant de l'époque coloniale et engagé d'ambitieux projets de nouveaux établissements. Pour le moment, les collections dans les musées nationaux africains excèdent rarement 3000 œuvres, souvent de peu de valeur artistique. Voilà, on a besoin de retrouver notre mémoire, parce que là, on a plutôt l'impression qu'on nous a amputé de notre mémoire. Donc aujourd'hui, on en a besoin. Après, la question de savoir où est-ce que les œuvres vont aller, est-ce qu'elles vont retourner chez les populations ou aller dans un musée, ça je pense que c'est une autre question. Mais il suffit de restituer l'histoire à l'histoire pour que ces œuvres puissent effectivement bénéficier aux communautés qui les reçoivent. Il ne faudrait pas se précipiter pour prendre une œuvre et puis venir les garder dans les armoires, dans les tiroirs, et ça ne sert à rien parce que nous allons encore perdre l'avantage 2 fois la vie de ces œuvres. Et donc, Mais comme je le dis, ce n'est pas ponctuel, c'est un cheminement qui commence, qui va nous aider pour nous, nos enfants, la génération, les générations futures, à nous dire oui, nous avons une mémoire.
Mais du musée des civilisations à Abidjan au futur musée national flambant neuf qui doit ouvrir dans quelques semaines à Libreville, l'Afrique ne manque pas d'endroits pour recueillir le retour de ses œuvres d'art. De nombreux musées des années 30, pendant la période coloniale, l'Institut français d'Afrique noire avait fondé plusieurs musées sous l'impulsion du naturaliste français Théodore Monod. En 1936, le musée de Dakar, consacré aux arts et aux traditions d'Afrique de l'Ouest, ouvre par exemple ses portes. Plusieurs établissements du même genre suivront, à Abidjan en 1942 et à Bamako en 1951. En 1943, l'IFAN prend aussi la gestion du musée historique d'Abomey, dans le sud du Bénin. Pas tous en bon état, ces vieux musées ont reçu un lifting bienvenu ces dernières années. Des opérations Renaissance. À Abidjan, par exemple, le musée des civilisations a rouvert en juillet 2017, après 2 ans de fermeture et des pillages pendant la crise post-électorale en 2011. Parmi les projets de nouveaux musées, le Gabon achève actuellement la rénovation d'un ancien bâtiment colonial qui a longtemps servi d'ambassade des États-Unis à Libreville pour y ouvrir un tout nouveau musée national. Et le Bénin, en pointe sur les demandes de restitution d'art, a fait de la construction et la rénovation des musées une priorité. Le gouvernement a lancé un programme de construction et de rénovation de 5 établissements, notamment à Abomey, Alada, Ouida et Porto Novo, dans le sud du pays. La campagne est lancée depuis ce jeudi en République démocratique du Congo. Parmi les candidats en lice pour la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, l'héritier désigné du président Joseph Kabila. Le candidat lance sa campagne en assistant à une messe dans la cathédrale de Kinshasa à 4 semaines de l'élection présidentielle prévue pour le 23 décembre prochain. Le dauphin du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, a lancé sa campagne en assistant à une messe dans la cathédrale de Kinshasa samedi, à 4 semaines de l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Le camarade Ramazani Shadari vient de lancer sa campagne à partir de cette église aujourd'hui. Donc il vient de remettre sa campagne entre les mains de Dieu. Pour sa première apparition en public depuis l'ouverture officielle de la campagne jeudi, Ramazani Shadari s'est assis au premier rang de la cathédrale catholique Notre-Dame sans un mot. Le curé de la cathédrale, Espérant Bouendombe, a lancé plusieurs appels à l'humilité, la douceur, la patience, l'amour au seuil de cette campagne qui s'annonce tendue. Vendredi, la conférence des évêques avait demandé des élections crédibles pour une véritable alternance démocratique. Ramazani Shadari devrait aller pour sa première fois à la rencontre des électeurs ce lundi à Lubumbashi, la 2e ville du pays et sa capitale minière. Si je ne me trompe, lundi, il sera à Lubumbashi, d'où moi-même je suis originaire. Et c'est une fierté pour moi qu'il puisse commencer par Lubumbashi, même s'il a commencé par Kinshasa. Mais le contact avec la population, il va la commencer à partir de Lubumbashi et nous l'attendons. La capitale du Katanga est aussi un enjeu stratégique de l'élection entre les partisans du président Kabila et de son candidat et l'opposition. La campagne pour les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales doit prendre fin le 21 décembre. Il s'agit de désigner le successeur du président Kabila qui ne pouvait plus se représenter après 10 ans au pouvoir. Divisée, l'opposition au président Kabila soutient 2 candidats distincts, le député Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, soutenu par Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale. L'ex-président zimbabwéen est mal en point. Robert Mugabe ne peut plus marcher, a annoncé Emmerson Mnangagwa, affirmant que Mugabe, âgé de 94 ans, est soigné depuis 2 mois à Singapour. Emmerson Mnangagwa a succédé il y a 1 an à Robert Mugabe, contraint à la démission après 37 ans passés à la tête du pays. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, âgé de 94 ans, est soigné depuis 2 mois à Singapour et ne peut plus marcher, a affirmé samedi son successeur Emmerson Mnangagwa lors d'un meeting de son parti, la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. Il est depuis 2 mois à Singapour où il se rend régulièrement depuis des années pour subir des examens médicaux, a encore dit Emmerson Mnangagwa, âgé de 76 ans. Il est le père fondateur du Zimbabwe. Il est notre père fondateur du Zimbabwe libre. Il y a eu un message hier soir qu'il se sent maintenant mieux et qu'il arrivera le 30 novembre. Même s'il est incapable de marcher, nous continuerons à prendre soin de lui.
Ce dernier a succédé il y a un an à Robert Mugabe, contraint à la démission après 37 ans à la tête du pays. L'homme fort du Zimbabwe depuis l'indépendance avait dû céder le pouvoir après avoir été lâché par son parti, la ZANU-PF, l'armée et la rue. Emmerson Mnangagwa était son ancien bras droit avant d'être limogé du poste de vice-président en octobre 2017, une décision qui avait finalement précipité la chute du plus vieux chef d'État en exercice au monde. En juillet dernier, Emmerson Mnangagwa a été légitimé par les urnes, mais l'opposition a dénoncé des fraudes lors du scrutin. Depuis sa démission, Robert Mugabe vit une retraite dorée dans sa luxueuse résidence de Blue Grove à Harare et ses apparitions publiques sont rarissimes. Il a toutefois tenu une conférence de presse surprise la veille du scrutin présidentiel et laissé entendre qu'il voterait pour le principal opposant Nelson Chamisa, dont il a toujours combattu la formation, le mouvement pour le changement démocratique MDC. Le lendemain, bon pied, bon œil, il s'était rendu dans un bureau de vote de la capitale pour effectuer son devoir de citoyen. Crise économique en Angola, les Angolais attendent toujours un miracle. La promesse d'un redressement économique miraculeux du président élu en 2017 tarde à se concrétiser. Les petits commerces n'en ont pas encore récolté les fruits et attendent des réformes plus conséquentes. En Angola, la rue attend toujours son miracle économique. Faute de bourse des valeurs ou de sondages sur le moral des ménages, c'est sur les grands marchés de la capitale Luanda qu'il faut prendre le pôle économique de l'Angola. Un an après l'élection du président João Lourenço, le miracle promis pour sortir le pays de la crise se fait attendre. À la fin d'une guerre civile meurtrière en 2002, l'Angola a connu une décennie de croissance spectaculaire nourrie par son pétrole, dont il est le deuxième producteur africain après le Nigeria. Mais à partir de 2014, la chute des coûts du brut qui fournit 70% des revenus de l'État a plongé le pays dans la récession. Victime d'un chômage de masse, la population très pauvre ne survit que grâce au marché noir et au commerce parallèle qui, selon les observateurs, pourrait aujourd'hui concourir jusqu'à 90% de l'activité économique angolaise. Désespérément en quête de revenus, le gouvernement a décidé début novembre de faire la chasse aux Zungas, ceux qui règnent en maître absolu sur le commerce informel. En ce moment, nous avons engagé une nouvelle dynamique, un travail de réorganisation pour nous débarrasser des vendeurs de rue. Nous avons déjà un plus grand marché officiel. Notre politique porte ses fruits. Ces hommes ont fondu en masse sur les quartiers populaires de Luanda et fermé de nombreuses boutiques illégales, souvent tenues par des étrangers. Sous la halle surchauffée du marché des Congolais, les commerçants respirent un peu. Principale cible du nettoyage gouvernemental, les commerçants étrangers et souvent clandestins doutent. Ici, en Angola, il faut créer plus d'opportunités pour les étrangers parce que bien des pays ne peuvent pas vivre sans les étrangers. Il faut créer encore plus d'opportunités pour qu'ils investissent dans votre pays. Malgré les efforts du gouvernement pour contrôler sa dette et l'inflation ou faire revenir les investisseurs étrangers, les prévisions restent maussades. Lourenço est au pouvoir depuis maintenant un an. Il a fait quelques réformes. Il a fait plus sur le plan politique. Sur le plan économique, nous voyons quelques petits changements dans la lutte contre la corruption. Même avec cela, nous ne ressentons pas les effets de ces mesures. Le Fonds monétaire international FMI table sur une nouvelle récession en 2018. Le développement de l'Angola sera assuré par la rigueur, la discipline, l'efficacité et le patriotisme, répète le ministre des Finances Augusto Archer Manguera. Pas de quoi rassurer pour l'heure. Fin de ce journal, c'est une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Tru TV.